Salam alaikum Azulflaoun. Bonsoir. D'après la PS, depuis son investiture à la magistrature suprême en décembre 2019, le président Abdelmadjid Tebboune a engagé l'Algérie dans une mue profonde, à la hauteur des espérances d'un peuple longtemps en quête de renouveau. Dissolution de l'ancien Parlement, organisation d'élections législatives anticipées, révision de la Constitution via référendum et inclusion accrue de la jeunesse dans la vie publique. Ce discours de rupture avec l'ancien régime met en avant le retour du citoyen au cœur de la décision publique. Le président répète que le citoyen est une ligne rouge, posant la dignité nationale comme pilier de son projet, rapporte l'APS. Mais plusieurs observateurs relèvent que cette volonté de reconstituer un lien de confiance avec la population prête à caution, l'abstention record lors des scrutins récents, la faible vitalité de la scène politique ou encore le poids toujours important de l'administration dans les équilibres institutionnels interrogent sur la portée réelle de cette refondation. Sur le plan économique, le chef de l'État met en avant un taux de croissance estimé à 4,2%, un essor inédit des exportations hors hydrocarbures, près de 7 milliards de dollars, et des efforts de modernisation industrielle avec en vitrine la relance du secteur ferroviaire. M. Tebboune affirme que l'Algérie a entamé sa sortie de la dépendance pétrolière en misant sur les secteurs productifs, les start-up, l'agriculture et la recherche. Des écoles dédiées à l'intelligence artificielle ont vu le jour, tout comme un dispositif d'encouragement à l'auto-entrepreneuriat. Si ces indicateurs sont encourageants, ils doivent être relativisés. Le tissu économique privé reste contraint. L'environnement des affaires n'attire pas les investisseurs étrangers en nombre souhaité et les disparités sociales demeurent. La stratégie économique semble encore très dépendante de l'initiative publique. Le chef de l'État souligne le rôle diplomatique retrouvé de l'Algérie. Médiation régionale, positionnement clair sur la Palestine, engagement pour la paix au Sahel, affirmation d'une politique étrangère indépendante. Ce retour au multilatéralisme et à la souveraineté dans le discours diplomatique est présenté comme un gage de crédibilité retrouvée. Cependant, un contexte géopolitique marqué par l'instabilité et la compétition d'influence, la portée réelle de cette diplomatie de principe mérite d'être analysée à l'aune de ses résultats concrets. Alors qu'il n'est ni à la fin de son mandat, ni à quelques jours de la première année de son second mandat, le président Abdelmadjid Tebboune dresse un large bilan de son action depuis décembre 2019. Le ton est affirmatif, les réalisations listées comme autant de preuves d'un renouveau à l'œuvre. Mais cette séquence soulève des questions. Pourquoi maintenant? Et que dit-elle du moment politique que traverse l'Algérie? Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. L'APS Tebboune ou le retour d'un leadership algérien. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Bnawar Djahdi, ex-député FLN, président de la commission des transports au sein de l'APN, l'Assemblée algérienne. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. C'est Bnawar Djahdi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci, M. Nasser. Bonsoir à vos invités, aux téléspectateurs, et merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a le plaisir aussi d'accueillir avec nous M. Adel Khalef, consultant international télécom, bancaire et économie. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Je salue aussi respectueusement notre ami M. Mahmoud Jadi et j'espère Nawar Jadi, pardon, en espérant qu'il se porte très bien. C'est un plaisir d'être parmi vous encore une fois. Merci beaucoup, Adel. Merci de vous avoir avec nous ce soir. Atek Saha. Bien sûr, on va essayer de comprendre donc ce reportage qui a été fait par l'APS, relayé aussi par plusieurs médias, dont le NTV, donc la chaîne nationale. D'abord, on va juste vous faire passer deux titres donc de journaux. D'abord, on va commencer avec le Matin des aides. Et après l'économie du Kaaba et les élections Kaaba, le pouvoir sombre dans le ridicule. Donc, dénonce Sofiane Djilali. Dans une récente déclaration relayée sur les réseaux sociaux, le président de Jil Jadid, qui se faisait recevoir il y a quelques mois encore au palais d'El Mouradia, ne mâche pas plus ses mots. Après les élections Kaaba, l'économie Kaaba viendra, le tour des institutions Kaaba. Le dinar ne tardera pas à s'effondrer. Nous sommes à Sililand aujourd'hui, entre guillemets, donc le pays du ridicule, d'après donc le Matin des aides. Mais aussi, donc, dans une dépêche de l'APS, diversification économique, pardon, l'Algérie sur la bonne voie, a titré donc l'APS. Voilà. On va essayer de regarder cette petite vidéo, donc le reportage de l'ENTV, donc les réalisations de Abdelmajid Tebboune depuis 2019. Dans un contexte géopolitique en pleine mutation, l'Algérie a su comment ouvrir une nouvelle page de son histoire. Depuis l'ascension du président de la République Abdelmajid Tebboune à la magistrature suprême en décembre 2019, le pays s'est engagé sur la voie du changement. Sur le plan économique, l'Algérie a enregistré une croissance du PIB estimée à 4,2%, signe d'une reprise soutenue des activités économiques dans plusieurs secteurs clés. Dans le même élan, le pays a engagé une modernisation de ses infrastructures, notamment à travers la stratégie nationale des chemins de fer, perçue comme un levier essentiel de développement industriel et d'intégration continentale. Une transition économique accompagnée des soutiens accrus à l'industrie, à l'agriculture modernisée et à l'économie numérique. L'investissement dans le savoir et l'innovation a également été mis en avant avec la création d'écoles supérieures spécialisées en intelligence artificielle, l'encouragement à la recherche scientifique et le soutien à l'initiative entrepreneuriale. Sur la scène diplomatique, l'Algérie adopte une posture active, cohérente avec ses principes de justice, de respect du droit international, de résolution pacifique des conflits et de souveraineté des États. Elle intervient de manière équilibrée dans les dossiers régionaux et internationaux, allant du Sahel au bassin méditerranéen, tout en réaffirmant son soutien aux causes africaines et à la question palestinienne. Malgré les défis encore présents, l'Algérie continue à tracer son propre chemin vers un développement renouvelé, en s'appuyant sur ses propres ressources, ses talents et une ambition affirmée de modernisation, ouvrant des perspectives concrètes sur un avenir plus stable, plus équitable et plus prospère. Voilà, donc APS, l'Algérie, l'ère Tebboune, ou le retour d'un leadership algérien. Vous avez vu, entendu donc dans ce reportage, dressant donc un bilan très positif de la situation que vit notre pays sur le plan politique, économique, social, mais aussi diplomatique. On va revenir sur ce qu'a dit donc le président de Jil Jadid, Sofiane Djilali. De 1962 à nos jours, le tableau général des bilans est devenu clair. Délégitimer le système politique, la désintégration des institutions politiques, Parlement, Conseil d'État, municipalités, et leur incapacité à influencer sur la société, l'isolement de l'establishment militaire, ainsi que son manque d'implication dans l'avenir politique de l'État, concentration absolue des pouvoirs politiques, exécutifs, législatifs, judiciaires, économiques et médiatiques entre les mains d'un groupe restreint autour du président de la République. Suppression systématique de toute forme d'opposition dans tous les secteurs. Fermeture complète de la vie politique et médiatique. Ralentissement ou étouffement de l'activité économique.
Une concession dangereuse et inconstitutionnelle des richesses minières du pays, ratifiée par une Assemblée populaire nationale soumise à des ordonnances qui portent atteinte à la souveraineté nationale et dont les objectifs sont pour le moins hautement suspects. Généralisation de la corruption. Un isolement diplomatique sévère et un déclin des positions nationales sur les questions stratégiques. La détérioration des partenariats internationaux et la chute du pays dans des alliances inégales. Un positionnement géostratégique incompréhensible. Une profonde perte de confiance des citoyens. Repli émotionnel et politique du peuple envers la patrie. Une frustration générale s'empare du pays. La situation actuelle du pays impose clairement une évolution vers un changement radical, une reformulation institutionnelle consensuelle et fondamentale, et le dessein d'un nouvel horizon national. En d'autres termes, l'Algérie a cruellement besoin de la Seconde République. Voilà, donc les déclarations de Sofiane Djilali, le président de Jil Jadid. Simnouar Jadi, je vais commencer cette émission avec vous. Quelle est votre réaction par rapport donc à ce bilan qui a été dressé par l'APS, un bilan très positif de la situation que vit notre pays d'un côté, mais de l'autre côté aussi, les déclarations de Sofiane Djilali qui contredisent ce bilan, Simnouar Jadi. Votre lecture? Merci, Nasser. Effectivement, l'APS a dressé un bilan qui est d'ailleurs très positif, soit sur le plan législatif, soit sur le plan diplomatique, soit sur le plan économique ou social du pays. Si vous me permettez, sur le plan, je commence sur le plan législatif, en 2020, le président Abdelmadjid Tebboune a commencé tout d'abord par réviser la Constitution, la loi électorale, les différentes lois sur le code des marchés publics, sur le code commerce. Il a révisé aussi, il a banni la loi 49-51 qui freinait les investisseurs étrangers, le développement économique. Il y a eu la révision sur la loi fondamentale de loi de finances. Il a quand même fait sur ce plan-là très positif, et surtout la révision sur les investissements. Et récemment la loi sur la loi minière. Sur le plan diplomatique, n'oublions pas que l'Algérie est membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie est membre du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, de l'Union africaine. L'Algérie occupe actuellement le poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine. La semaine prochaine, l'inauguration de la FREC, c'est-à-dire de la Commission africaine. On va essayer d'abord d'aller d'un secteur à un autre. On va parler de la diplomatie, mais restons d'abord sur la situation politique, puisque donc vous l'avez dit, l'APS dresse un bilan très positif de Abdelmadjid Tebboune depuis l'avènement donc d'Abdelmadjid Tebboune, décembre 2019. On parle de 6 ans de bilan et on affirme qu'il y a une refonte donc des institutions, une refonte donc de l'État, si on peut le qualifier ainsi, des institutions, des solutions de l'ancien Parlement, organisation d'élections législatives anticipées, révision de la Constitution via référendum et inclusion accrue de la jeunesse dans la vie publique. Beaucoup d'observateurs, Simnouar Jadi, soulèveront des questions, si on peut dire, par rapport donc à ce bilan politique sur la refonte des institutions. Beaucoup vous diront que jamais on est arrivé à cette situation politique où l'opposition n'a pas le droit de s'exprimer. Et que surtout, il n'y a plus de politique en Algérie. À part parler des réalisations d'Abdelmadjid Tebboune, à part dire des choses positives sur l'ère d'Abdelmadjid Tebboune, on peut plus faire de la politique en Algérie. Atfadal Simnouar Jadi. Merci.
Sur le plan politique, effectivement, بعض الناس سمحهم الله, le seul référentiel, c'est la démocratie telle qu'elle a été définie, telle qu'elle a été tracée par les pays colonialistes tels que les États-Unis, la France et la France surtout. Leur démocratie, c'est de freiner le développement des pays en voie de développement, qu'on appelait à l'époque pays non alignés, les pays sous-développés, les pays tiers-mondistes, pour piller leurs richesses. Et au lieu d'avancer sur le plan économique et social, ils s'acharnent entre eux avec des guerres civiles, avec des régimes politiques opposés. Et c'est pour justement au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de la presse. Mais or, c'est Nasser, je vous renvoie, les pays asiatiques, ils n'obéissent pas. Effectivement, je ne dis pas que j'applaudis à la dictature, non. Mais la démocratie a des limites. Lorsque vous touchez à la sécurité du pays, si vous touchez à la souveraineté du pays, si vous touchez à l'anarchie du pays pour qu'il devienne anarchique, la Constitution fait frein à ces pratiques. Qui ont voulu, ces pratiques ont été imposées surtout par la France et les États-Unis pour freiner le développement de ces pays. Je vous renvoie le Japon. Le Japon, c'est un pays hyper développé. Mais l'article 21 de la Constitution japonaise, effectivement, elle parle de la démocratie du pays. Mais elle fait des garde-fous. Le parti unique, le parti libéral démocratique, il règne depuis 1954. La Corée du Sud, il y a un seul parti qui règne depuis 1947. La démocratie, elle n'est pas tout azimut. La démocratie a des règles strictes. Toute personne qui touche à la sécurité de la Corée du Sud, ou du Japon, ou le Vietnam. Le Vietnam a actuellement un parti unique, mais son développement, son PIB, il dépasse les 450 milliards de dollars. Ils reçoivent chaque année 30 millions de touristes, un peu plus, avec des recettes qui dépassent les 30 milliards de dollars. Mais c'est un pays. Maintenant, on veut de l'Algérie un pays qu'on va développer, un pays au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression, comme on était en 91. Que chaque jour, on descend à la capitale, on fait des manifestations, avec des présences de 500 000 personnes, il y avait la surenchère. Et le pays, elle était à la dérive, et on a payé ça avec le FMI, la Banque mondiale, avec des dettes qui ont dépassé les 35 milliards de dollars. Maintenant, on revient. Aujourd'hui, avec le président Abdelmadjid Tebboune, depuis 1999, la preuve, avant 2019, sur le plan l'éducation, ça n'a pas pris. Chaque jour, l'école primaire est en grève. Le lendemain, c'est les CEM. Les 2 jours d'après, c'est les lycées. Chaque semaine, il y a au moins de grèves. Les élèves, ils ne perçoivent même pas le 1/10 de leur programme annuel. Et c'est ça la démocratie. Un citoyen que son nom, qui ne trouve pas son nom sur la liste de distribution de logement social, on brûle des pneus, on coupe la route, et le personnel qui vont à leur activité sur le plan économique, ils resteront bloqués sur la route et au détriment de l'économie. C'est ça la démocratie. C'est ça que ces gens-là veulent, la démocratie. Non. Avec Abdelmadjid Tebboune, la Constitution est claire. La liberté d'expression, je suis des débats à la télévision, qu'ils soient privés au national, et ils débattront les vrais sujets sur le plan économique. Ils disent certaines vérités. Nous avons sur le plan macroéconomique, justement, nous avons encore des problèmes. Et ils parlaient de ça. Ils parlaient justement sur le décret exécutif qui a été lancé cette semaine. Et ils ont dit, en toute vérité, et ils ont posé beaucoup de questions qui sont vraiment objectives. Et c'est ça la démocratie. Par contre, venir sur les journaux, écrire sur les réseaux sociaux, Abdelmadjid Tebboune, le régime t'as les généraux, c'est pas ça la démocratie, ça c'est l'anarchie. Très bien. يعطيك الصحة. بقى معنا سي منور جعدي.
Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez donc de ce reportage qui a été fait donc par l'APS, relayé bien sûr par les médias algériens, dont l'ENTV? On parle que depuis 2019 et la léthargie institutionnelle des années précédentes, Majid Tebboune a d'emblée posé les jalons d'une refondation politique. On parle bien sûr de dissolution du Parlement, élections législatives anticipées, intégration accrue de la jeunesse dans la vie publique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Adel Khalef? Bon, écoutez, je vais essayer de répondre peut-être une chose à la fois, point par point, avec ma modeste capacité. Donc, d'abord, l'intégration de la jeunesse, je ne pense pas que ce soit un point qui doit être mis sur la table pour le moment, parce que je suis en train de voir beaucoup plus de jeunes qui sont en train de mourir en mer, et malheureusement que des jeunes qui sont en train d'obtenir des emplois et de se faire une vie et un avenir certain en Algérie, malheureusement, avec un taux de chômage des jeunes qui a transpercé la stratosphère. Et puis bon, écoutez, en ce qui concerne le début de votre... Parce qu'attention, dans votre question, il y a 3 questions. Hein. Vous me parlez d'abord vous m'avez posé la question, ce que je pense de cette émission ou ce documentaire-là. Reportage. Voilà, enfin merci. Le reportage, vous excuserez mon déficit en vocabulaire ce soir. Oui, alors ce reportage de la télévision algérienne, vous savez, bon, de toute façon, ça c'est un classique, hein, depuis toujours, la télévision algérienne, il n'y en a qu'une seule, c'est la télévision de l'État, elle est toujours là à essayer de mettre la charrue à 500 km devant les bœufs, voilà, c'est un classique, on parle du dispositif du pouvoir en place comme le dispositif qui brille de 1000 étincelles. Voilà, quoi, c'est toujours le même style des années 60, des années 70, des années 80. C'est toujours la même chose. Il y a rien, il y a pas de critique, il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas de réalisme, il n'y a pas de chaîne télévision qui montre les véritables déficiences de l'économie nationale. Vous savez, vous allez en Algérie aujourd'hui, vous allez à Tiaret, les gens sont en train de crever de soif, les jeunes n'ont pas de métier, n'ont pas d'emploi, il n'y a pas de création d'emplois. L'économie est complètement décimée, complètement ridicule. Donc voilà, donc la télévision, elle fait... Et puis bon, vous avez d'autres personnes qui viennent ici ou ailleurs, par-ci et par-là, en train de nous donner leur récital, ce qui pour moi, de toute façon, ne demeure que de la... pour moi, c'est de la poudre de perlimpinpin, quoi. C'est vraiment de la poudre de perlimpinpin. C'est le même classique. Bon... vous savez, la souveraineté d'un pays, d'abord et toujours, réside dans sa capacité, d'abord, de produire minimum 65 à 70% de ses besoins de consommation interne. D'accord? La souveraineté d'un pays, c'est quand on arrive à ne pas avoir besoin, au minimum, de 70% de toute aide extérieure en termes de besoins de consommation domestique locale. Ça, c'est un. Et deux, c'est la reconnaissance des autres États comme ses égaux. C'est-à-dire, sur le plan international, la souveraineté d'un pays réside dans la reconnaissance dans d'autres États autant que ses égaux. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie, quand on voit le documentaire ou le reportage sur la télévision algérienne, ils sont en train de nous parler d'exportation de 7 milliards de dollars. Bon, écoutez, monsieur, il faut comprendre une chose. Et je n'ai jamais cessé de le dire et de le répéter, et j'ai toujours été on ne peut plus clair. Je ne suis pas un homme qui est ici pour descendre en flammes le pouvoir ou les gens en poste. Ça ne m'intéresse même pas. Je suis en train de parler de la réalité. Les chiffres, la réalité, les faits sont là. D'accord? Moi, je défends. Je suis un patriote. Je suis un grand patriote de mon pays. J'essaye d'écrire les choses telles qu'elles sont de façon claire, expressis, verbis. Aujourd'hui, l'Algérie est un pays qui n'est même pas en voie de développement. C'est un pays qui est sous-développé. L'Algérie est un pays sous-développé. On parle de 7 milliards d'exportations. Mais vous vous rendez compte, mais qu'est-ce que c'est que ce BINS? 7 milliards de dollars, c'est un chiffre qui est scandaleux pour un pays qui a des indicateurs comme les nôtres. Vous savez,
Vous allez en Tunisie, c'est un pays qui a à peu près 25 milliards de dollars d'exportation. C'est un pays qui est loin d'avoir les indications de l'Algérie en termes de ressources, en termes de position, si vous voulez, par rapport à ses acquis. Vous allez voir le Maroc. Le Maroc, c'est un pays qui n'a rien. Ils ont juste le savoir-faire dans le secteur du tourisme, dans le secteur bancaire et puis dans le secteur des services. Et ils ont presque l'équivalent de 39 à 40 milliards de dollars d'exportation. C'est des pays qui exportent beaucoup plus que nous. Et nous, en 2025, on est encore en train de parler de généraliser le paiement électronique. On est encore en train de parler, d'essayer de lancer des produits qui sont devenus, ma foi, en Europe complètement obsolètes. Donc, quand on compare un pays, j'entends M. Djadi, il nous dit, alors, c'est bien, il parle de l'Europe, il parle de l'Amérique, il parle de l'Asie. Non, il faut arrêter maintenant tout ça. Il faut arrêter. Nous sommes en train de parler de notre pays. Notre pays, notre patrie. Pour que notre pays puisse voir un début d'espoir, il va falloir qu'il y ait la décision des hommes qui veulent que d'autres hommes puissent émerger. Savez-vous, monsieur, quelle est la définition du mot et du terme peuple? Peuple, le mot peuple. La définition du mot, du terme peuple. C'est quoi le peuple? C'est un ensemble d'individus qui représentent la masse absolue sur qui la loi s'applique. Donc, les dirigeants sont la partie toute petite et infinie qui fait la loi qui s'applique sur le peuple. Quand il y a quelques petits individus qui ne décident pas d'ouvrir l'économie, qui ne décident pas de donner la liberté d'expression aux gens, qui ne décident pas de libérer la justice, qui ne décident pas de donner la chance aux... Regardez par exemple, cette association patronale créée en 2021 ou 2020 ou 2022, je ne me rappelle même pas, du nom du CREA. Montrez-moi. D'abord, vous regardez le président de cette organisation qui est présent partout. Il est dans les trucs officiels avec les membres du gouvernement. On a l'impression qu'il fait partie de l'État. On a l'impression que c'est là. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi je ne vois pas avec lui les représentants des autres organisations patronales? Pourquoi il n'y a que lui? Pourquoi? C'est quoi? C'est du favoritisme? C'est quoi? Il est qui ce monsieur? Et puis, au final, nous parlons du CREA. Montrez-moi, monsieur, un seul projet fait réaliser par un des membres du CREA. Rien. Il n'y a rien. Absolument rien. Je vais aller encore plus loin. Je vous donne un autre exemple. Beaucoup plus simple. Nous sommes en train de parler, là, de la Corée, du Japon. Mais ça va pas, non? Ça, c'est des pays qui ont à peu près... ils n'ont pas une avance de 15 ou 20 ans sur nous. C'est des gens, ça, c'est des pays qui ont une... Alors, je le dis à notre cher invité, Monsieur Djadi, vous savez, la Corée du Sud et le Japon, c'est un pays qui n'a pas 10 ou 20 ans d'avance sur nous. C'est un pays qui a une avance de 2 espèces. Il faut arrêter. Il faut parler de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays en 2025. Il a un taux de chômage qui est stratosphérique, alarmant, extrêmement grave. Maintenant, je reviens sur les paroles de M. Djadi, qui parlait ce qu'il a dit... Attendez, je finis juste un point avant que ça m'échappe, et puis je vous laisse la parole. Excusez-moi, je vais vous laisser la parole, Adel. Quand il dit, M. Djadi, que la démocratie a des règles strictes, on peut lire donc dans la dépêche de l'APS, la révision de la Constitution adoptée par référendum consacrait de nouveaux équilibres de pouvoir, consolidant les droits et les libertés tout en affirmant le principe de la souveraineté populaire comme clé de voûte du projet national, donc une démarche qui pour beaucoup réhabilite le serment du 1er novembre 1954 et l'esprit d'une Algérie fière de ses racines révolutionnaires. On parle de liberté, on parle des droits, d'après bien sûr l'APS. Tfaddal Adel. Merci à vous. Bon, écoutez, j'ai employé une expression au début de mon intervention, je vais l'employer encore une fois. Tout ceci, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ça ne veut rien dire. Je reviens sur les paroles de M. Djadi. Il y a à peu près 3 semaines, un mois, quand nous étions en train de débattre du bilan du président de la République. Il avait convenu avec moi, il était d'accord que depuis 2019, 2020, 2021,
on ne peut pas mettre ces années-là sur le dos du président de la République parce que c'était une période qui était donc sévèrement touchée par la Covid-19, par la pandémie de la Covid-19. Et puis toute l'économie mondiale était à l'arrêt. Donc voilà. Ah, mais par contre, aujourd'hui, M. Jadi nous dit « Ah, mais l'économie se porte très bien depuis que Tebboune est arrivé en 2019. » Donc, il va falloir nous mettre d'accord sur ce point. Alors, on les prend en compte ces années-là ou on ne les prend pas en compte? Il faut rester donc assez rigoureux et rationnel dans les propos et dans les déclarations parce que je veux bien être patriote. Vous savez, moi, monsieur, j'ai soutenu M. Abdelmajid Tebboune quand il est arrivé au pouvoir. Je l'ai soutenu pendant 2-3 ans. Et puis, au bout de 2022, 2023, j'ai vu que c'était n'importe quoi. Donc, maintenant, ça y est, j'ai pris mes distances. Pour moi, l'Algérie a besoin d'un autre président de la République, mais ça c'est mon opinion, ça n'engage que moi, d'accord? Ça me regarde. Moi je suis un patriote, mon pays, votre pays, notre pays. Aujourd'hui, il va falloir bâtir une économie, bâtir un tissu industriel, bâtir une force économique, ouvrir le marché, donner un élan à cette République. Là, vous me parlez de la démocratie que vous évoquiez il y a quelques secondes. Monsieur, le terme de démocratie, bon, on va oublier un peu l'Amérique, etc., surtout l'Amérique sous Donald Trump, parce que vous savez, l'Amérique de Donald Trump, c'est une espèce d'impérialisme hybride. C'est un peu compliqué comme système, ça soutient par-ci, mais ça va contre vous par-là, ça vous impose leur système, et ils le font qu'avec les pays, vous savez lesquels? Les pays faibles et les pays fragiles. Et l'Algérie est un pays fragile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour nourrir le peuple en Algérie, l'État a besoin d'importer 70% de ce que nous consommons. Et l'un des symptômes de cela, on a régularisé le commerce du cabas. Voici un symptôme de l'échec total de l'économie. Il faut des hommes capables de construire cette économie. Et aujourd'hui, des hommes, il n'y en a pas. Très bien, restez avec nous, Adel, puisque vous avez parlé donc de l'économie du cabas. Donc on a relayé donc les déclarations de Sofiane Djilali, le président de Jil Jadid, qui a dit donc dans ses dernières déclarations, après l'économie du cabas et les élections cabas, le pouvoir sombre dans le ridicule. Donc a dénoncé Sofiane Djilali. Simon Warjadi, quelle est votre réaction, bien sûr, si vous voulez rebondir par rapport à ce qu'il a dit notre ami Adel Khalef, vous avez le droit, mais quand on parle de l'économie, l'APS parle d'une diversification et ambition économique, le pari de l'après-hydrocarbures et son contexte, l'un des chantiers majeurs de l'ère Abdelmajid Tebboune. D'abord, on va regarder donc cette vidéo de Al24 concernant donc ce rapport positif représenté donc par le FMI d'après donc la chaîne Al24. توقع صندوق النقد الدولي أن تظل الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القصير إيجابية رغم حالة عدم اليقين السائدة على المستوى العالمي. وفي تصريح له أثناء مؤتمر صحفي عقده في ختام مهمة بعثة صندوق النقد الدولي في الجزائر، أكد رئيس البعثة شارالامبوس تسانغاريت أن القطاعات خارج المحروقات ما زالت نشطة تزامنا مع تراجع قوي. ما زالت آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير إيجابية بشكل عام على الرغم من عدم اليقين على المستوى العالمي. إن التكيف المالي التدريجي ضروري لتعزيز المرونة المالية واستعادة الهوامش المالية العامة، في حين يجب أن تظل السياسة النقدية مركزة على استقرار الأسعار. تحذير خطير من صندوق النقد الدولي للجزائر: خفضوا الإنفاق سريعا وإلا. الصندوق أصدر بيانا حذر فيه الجزائر من أنها قد تواجه أزمة تمويل خانقة خلال السنوات القادمة. صندوق النقد بيقول الجزائر لابد أن تخفض الإنفاق، خاصة دعم الطاقة والسلع، وأن توسع قاعدتها الضريبية لأن العجز في الموازنة خرج عن السيطرة. في 2024 العجز وصل ل 13.9% من الناتج المحلي، والسبب انخفاض إيرادات الطاقة وزيادة كبيرة في الأجور والإنفاق الاستثماري. الجزائر اقتصادها معتمد بشكل كبير على البترول والغاز، أكثر من 93% من الصادرات عبارة عن محروقات،
والقطاع يشكل أكثر من 40% من إيرادات الدولة. في العام الماضي أسعار الغاز انخفضت وإنتاج المحروقات تراجع، لكن هل المواطنون في الجزائر مستعدون لتضحيات صعبة؟ Voilà, donc la situation donc économique du pays, d'après donc le FMI, il n'y a pas seulement des côtés positifs, mais aussi un côté négatif. Simon Warjadi, la situation économique, bien sûr, on parle de ces 7 milliards d'exportation hors hydrocarbures. Vous avez entendu l'analyse de Adel Khalif. La situation économique n'est pas extraordinaire pour notre pays, quoi qu'on dise, quoi que dit le pouvoir algérien, Simon Warjadi. Vous avez parlé du Vietnam, Vietnam qui a, je pense qu'elle a un PIB qui est presque, qui dépasse les 400 milliards de dollars. Alors que nous sommes aux alentours de 230, 240. La situation économique reste très inquiétante pour notre pays, Mnawarjad. Tout d'abord, je te corrige, c'est Nasser, le PIB de l'Algérie, il n'est ni de 220 ni de 230 milliards de dollars. Fin 2024, il est à 268 milliards de dollars. Ce n'est pas 220, ce n'est pas 230, c'est 268 milliards de dollars. Et à fin 2025, on va dépasser les 275 milliards de dollars, je le dis, je le souligne. Maintenant, pour que je puisse vous répondre sur le cas de Sofiane Djilali, permettez-moi de répondre à certains points de votre invité, c'est Adel, que je respecte beaucoup. Oui, il aime les chiffres et je sais que par honnêteté intellectuelle, il va m'écouter attentivement. Moi, j'ai dit autrefois, lorsqu'on était ensemble sur ce plateau, effectivement, j'ai dit que certaines opérations, certaines actions prises par le président de la République, à court, moyen et long terme. Certaines décisions, par exemple pour un investissement, par exemple Raj Bilet, qui a commencé en 2022, on va récolter ses fruits en 2026-2027. C'est 4, 5, 6 ans à l'avance. Maintenant, certaines décisions, par exemple la révision de la Constitution pour mettre fin à l'anarchie et constitutionnaliser la démocratie, la liberté d'expression, réviser la loi sur l'investissement, à partir de 2023, 2024, 2025, nous sommes en train de récolter ces fruits. Tout d'abord, les fruits de la Constitution et sur le plan législatif, les lois qui ont été révisées ont donné leurs fruits positifs. C'est qu'aujourd'hui, l'Algérie, au moins, a une stabilité politique et une stabilité économique. Et de deux, puisque M. Adel aime bien les chiffres, lorsque je vois, il a donné l'exemple aussi de la Tunisie et l'exportation du Maroc. Je dis que, par exemple, en 2024, et tous les chiffres que je vais donner, j'assume toutes mes responsabilités, je vous laisse le soin de vérifier vous-même. Les exportations, plutôt la balance commerciale de l'Algérie en 2024 a été positive. Pas comme en 2023, mais elle a été positive, de quelques milliards de dollars. La balance commerciale du Maroc est déficitaire de 30 milliards de dollars. Je le souligne au rouge. Je dis et je le répète, la balance commerciale du Maroc est déficitaire en 2024 de 30 milliards de dollars. Lorsque je vois les chiffres sur le plan macroéconomique de l'Algérie, si je vois par exemple que le PIB qui était en 2021-2020 était à 160 milliards de dollars. Aujourd'hui, il est de 268 milliards de dollars. Lorsque je vois par exemple l'inflation qui tournait autour de 9,7%, aujourd'hui elle est de 4%. Ces chiffres ont été donnés soit par la Banque mondiale, soit par le FMI. Lorsque je vois que l'IDH, l'indice de développement humain, qui passe de 0,730 à 0,761 en 2024. Lorsque je vois que le taux de chômage de 15%, il est aujourd'hui à 11%, ça c'est une très bonne chose. Lorsque je vois que depuis 2021, depuis la venue de M. Abdelmajid Tebboune, en écartant l'année de Covid, depuis 2021, la balance commerciale, la balance des paiements sont positives.
La croissance depuis 2021, elle n'a pas descendu au-delà de 3,3%. Alors, aujourd'hui, nous sommes fiers de l'Algérie, de notre économie algérienne, le chiffre a été évoqué par la Banque mondiale et le FMI, c'est que le PIB, c'est ça qui est très important, le PIB hors hydrocarbures, il est situé à 4,8%. Ça, c'est très important. Lorsque je vois que la fiscalité des hydrocarbures, qui est couvrée 55-56% des recettes de l'Algérie, aujourd'hui, elle est à peine de 43%. Je dis que la fiscalité ordinaire dépasse de loin la fiscalité des hydrocarbures et c'est ça qui est essentiel. Cette différence, justement, que cet argent sera orienté, sera canalisé pour le développement des infrastructures de base, ce que notre président, avec son gouvernement, est en train de faire, de développer la voie ferrée, de développer les routes, les autoroutes, les grands investissements avec le Beledina à Adrar, avec les Italiens à Timimoun, avec les Turcs, sur tous les plans. Mnowar Jadi? Je pense qu'on a perdu Mnowar Jadi, nos amis de la régie. Donc, on va essayer de le rappeler. Adel Khalef, je reviens vers vous. Donc, on a entendu Mnowar Jadi donner des chiffres, mais aussi adresser un bilan pour lui qui est positif de la situation économique. Mais la question qui se pose, on a vu par exemple pour les IDE, les investissements directs étrangers, l'Algérie était très très mal classée, avec 1,4 milliard de dollars d'investissement. Donc, ce qui montre que la situation n'est pas extraordinaire en termes économiques. Mais de l'autre côté, on ne peut pas nier qu'il y a des avancées dans ce domaine, Adel Khalef. On ne va pas revenir sur ça parce que la dernière fois, nous avons dit qu'il y avait éventuellement des petites avancées. Vous savez, c'est tout à fait normal qu'un pays a des avancées. Même si vous allez dans le pays, l'un des pays les plus pauvres du monde, comme le Soudan du Sud, il y a toujours des avancées. Donc, le fait qu'il y a des avancées, ça ne veut pas dire que le pays était tiré d'affaire, d'accord? Mais ce qui m'impressionne beaucoup le plus... Tu me donnes D'accord. On va vous... Mnowar Jadi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Mnowar Jadi, est-ce que vous m'entendez? Je continue mes analyses. Oui, je vous entends. Très bien, parce qu'on vous a perdu. Donc, il y avait un petit problème avec la connexion, je ne sais pas, mais... معليش, on va donner la parole après à Adel Khalef. تفضل. وين حبس؟ وين كنتوا تسمعوني؟ وين؟ نعم. الو. Oui, أنا نسمع فيك سي منور جعدي. Je dis que les chiffres sur l'économie algérienne sont très positifs et l'Algérie est en train d'avancer. Maintenant, sur le plan investissement, l'Algérie, on n'a pas besoin des IDE anarchiques. هذه هي la question que j'ai soulevée, c'est Mnowar Jadi. يعني pourquoi dernièrement, je pense qu'on en a fait même une émission, يعني كيف شفنا بلي le classement de l'Algérie était très très mauvais concernant donc les IDE. Laissez-moi terminer. Justement parce qu'il ne faut pas, j'ai dit la question, elle est toujours posée et je la pose aussi à votre invité, monsieur Adel. Monsieur Khalef. Pourquoi les projets que j'ai cités la dernière fois n'ont pas été évoqués par cette institution sous l'égide de l'ONU. Par exemple, les Turcs, les 1,2 milliard de dollars pour l'extension du complexe de Betewa à Oran et le Beledina pour 3,4 milliards de dollars et le projet des Chinois de 500 millions de dollars. Maintenant,
l'Algérie choisit les idéaux. Un exemple. C'est comme la dictature. Qu'il y a une dictature positive, il y a une dictature négative. Il y a des idéaux positifs, il y a des idéaux négatifs. Les idéaux négatifs, par exemple au Maroc, pourquoi elle a eu, sur le plan commercial, elle a un déficit? C'est parce que les idéaux, pourquoi notre président, il insiste sur le taux d'intégration. Si l'IDE qui vient en Algérie, par exemple, il consomme la matière première étrangère, il ramène des équipements étrangers, il emploie des gens étrangers, que va gagner l'Algérie de cette IDE? Elle va que gonfler les importations. Au Maroc, justement, c'est un exemple frappant. Il y a des IDE énormes. Il y a des centaines, des milliers des entreprises étrangères, mais que gagne le Maroc dans tout ça? Elle augmente, par exemple, la maison Renault, qui fabrique 400 000 véhicules par an. Elle ramène la boîte à vitesse de la France et de l'Espagne, elle ramène le moteur de l'Espagne et de la Roumanie, elle ramène les systèmes de freinage, elle les ramène de France, les amortisseurs, elle les ramène de la Roumanie et de la Bulgarie. Mais que fabrique justement que représente justement que fabrique le Maroc où sont c'est bien de faire des comparaisons. On n'a pas besoin l'IDE qui vient ici, comme par exemple idiot, avec des taux d'intégration bien connus, avec des échelons bien déterminés. Et il faut que... vous ne m'avez pas laissé terminer en ce qui concerne la fameuse phrase lorsqu'on dit on parlait avant 2019 que si le bâtiment va, tout va. Et on était dans l'erreur, justement. Pourquoi? Parce que, effectivement, ce terme, il est juste. C'est un terme des grands économistes dans ce monde qui parlaient de cela. Mais pourquoi? Parce qu'il y a toute une industrie qui va avec le bâtiment. C'est-à-dire le bâtiment, il y a tout d'abord l'acier, le fer, il y a tout d'abord le ciment, il y a le carrelage, la faïence, il y a l'électricité, il y a les lampes, il y a le câblage, il y a la quincaillerie, il y a les portes, la boiserie, il y a tout ça. Donc, avec Abdelmajid Tebboune, avec les 2 millions de logements, tout d'abord, il a exigé à ce que les entreprises algériennes, locales, qui vont faire tout cela. Maintenant, le ciment, on a importé avant 2019. Aujourd'hui, il est là. Au contraire, nous exportons. L'acier, le fer à béton, nous sommes en train de le fabriquer. Ici, en Algérie, nous sommes en train de l'exporter. La faïence, la câblerie, les appareils électriques, les interrupteurs, les déjoncteurs, la câblerie, les lampes, les douilles, on les fabrique tous ici en Algérie. Et alors, maintenant, lorsqu'on dit en Algérie que si le bâtiment va, effectivement, tout va, toute l'économie va ensemble. Très bien. Et pourquoi donc qu'est-ce qui a poussé Sofiane Djilali, d'après vous, منور جعدي? Pourtant Sofiane Djilali, il a été reçu plusieurs. معليش خليني برك سي منور باش خاطر une phrase, s'il vous plaît. Une phrase. Je ne suis pas d'accord avec une personne. Djilali, c'est un président du parti. Il est agréé par l'État algérien, par le ministère de l'Intérieur. Absolument. Et qui a rencontré plusieurs fois Abdelmajid Tebboune. Il y a avec ça. Il a rencontré plusieurs fois le président. Et à chaque fois, maintenant, mais je me suis rendu compte, moi personnellement, et ça n'engage que moi, c'est un président de parti politique, mais ses sorties médiatiques sont en fonction de ses ambitions strictement personnelles. Et ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Il parlait n'importe quoi. Il parlait de la gueule. C'est votre avis et on le respecte. Lui, il a dressé. Il parlait de l'effondrement. Après l'économie du Kaaba et les élections Kaaba, il a fait référence bien sûr aux dernières élections présidentielles de septembre 2024, le pouvoir sombre dans le ridicule, d'après lui bien sûr. Adel Khalef, la question que je vous ai posée, c'est que le bilan qui a été dressé par Mnor Djadi est très positif, mais aussi, même le FMI parle des aspects positifs de l'économie algérienne. Vous avez commencé à répondre à cette question. Tfadal. Non, mais attendez,
Il va falloir aussi à un moment se calmer un peu par rapport à ce que le FMI dit. Vous savez, le FMI, d'abord, c'est une administration. C'est le Fonds monétaire international. Ils ont un service média, un service communication. Ils font des analyses globales. Et puis chaque année, et puis ils ont un calendrier où ils font des déclarations par rapport à certains pays dans le monde, donc qui sont, en l'occurrence, membres de cette institution internationale. Donc, vous savez, si je dois compter le nombre de fois où le FMI avait fait des déclarations que l'économie algérienne était en bonne voie de développement à l'époque de Bouteflika al-Rahmou, je ne peux pas les compter, hein, ça se compte sur les doigts de 25 mains. Non, mais ça veut rien dire, c'est absolument rien dire, c'est complètement ridicule. Ça, c'est un classique. C'est comme, par exemple, vous savez, quand vous avez un problème diplomatique avec un pays, par exemple l'Algérie, si elle a un problème grave de diplomatie, par exemple avec les Émirats, vous savez, les Émirats et l'Algérie ont une relation diplomatique exécrable. Mais voilà, pendant l'Aïd ou pendant la fête nationale ou des événements un peu particuliers, vous voyez l'émir ou le président des Émirats qui adresse un message. Puis en Algérie, ils adorent rajouter le petit passage là à son frère, vous savez, son frère, au président de la République. Voilà, ça c'est protocolaire, c'est pas important. C'est pas important. Vous savez, pour prendre le pouls d'une économie, il faut voir quelle est la situation de la vie de la masse populaire. C'est ça l'économie. Vous savez, Monsieur Djadi aime l'économie, j'ai l'impression, parce qu'il a dit que moi j'aimais les chiffres, effectivement, moi j'adore les chiffres, et d'ailleurs je tiens à dire à Monsieur Djadi au passage que même si à mon âge on n'a pas d'idole, là, on n'a pas une idole, mais moi j'ai toujours une idole, ce sera toujours mon idole, c'est Ali el-Khawarizmi, c'est le grand penseur, inventeur de l'algèbre et de l'algorithme, hein, c'est vraiment mon idole. Donc effectivement, je vous confirme, Monsieur Djadi, j'adore les chiffres, surtout le jabr, l'algèbre, je suis un amoureux de l'algèbre. Bon, bref, donc, comme on dit, long story short, on va faire court, simple et concis. Juste un petit passage rapide, parce que Mnowar Djadi avait dit qu'il parlait de cette expression du bâtiment, quand le bâtiment va, tout va. Oui, bon, c'est vrai. Mais moi, je vais vous donner une expression qui indique la fragilité de l'Algérie sur le plan économique, et c'est une expression que tout le monde connaît, enfin la plupart des gens qui sont dans le monde de la finance et de l'économie. Et ça, j'ai nommé trop d'impôts tue l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. Voilà. Pourquoi? Vous savez, quand on a un pays où il y a un système fiscal catastrophique comme l'Algérie, pourquoi? On cherche à mettre des impositions fiscales tout azimut dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument créer de la recette fiscale. Or, il y a des gens qui ont à peine démarré, on leur cause des problèmes, et puis on dit « Ah, vous êtes exempté d'impôts pendant par-ci, par-là », puis vous avez d'autres qui interviennent avec des amis, il faut passer un petit coup de fil, on connaît un copain qui connaît le voisin, du cousin, de la mère, du frère, du ministre, le classique en Algérie, et il vous fait un petit montage, on vous règle vos trucs d'impôts, etc. Enfin, le classique. Pourquoi les impôts en Algérie ne gagnent pas d'argent? Pourquoi la fiscalité en Algérie, elle est faible? Pourquoi? Ben, simplement parce qu'il n'y a pas une masse basée sur un tissu industriel établi. Il n'y a pas ça. Si nous avions une création d'emplois, justement, vous me parliez, par exemple, là, il y a quelques minutes, vous parliez de ce monsieur qui est chef de parti. Bon, moi, je veux vous dire, moi, les déclarations de ce bonhomme ne m'intéressent même pas, parce que lui-même, je n'ai pas envie d'être méchant, mais je le trouve un peu ridicule, moi, ce bonhomme. Je ne vais même pas commenter ces déclarations parce qu'elles ne m'intéressent pas. Pour moi, ça n'a aucune substance, ça n'a aucune structure, ça n'a aucune rationalité. Et puis, bon, parfois, il parle d'un bricolage. C'est vrai que l'histoire du Kaaba, elle est complètement ridicule. D'ailleurs, M. Djadi, la dernière fois, avait dit « Ah non, quand j'avais parlé, vous savez, du visa Schengen, M. Djadi avait sauté sur l'opportunité pour dire « Ah non, mais on fait du shopping aussi en Turquie, on fait du shopping aux Émirats, en Chine. » Vous savez, je vous réponds, M. Djadi, c'est pas la question d'où on va faire le shopping. Le fait qu'on a décidé d'employer une minorité de jeunes, ça va causer de la jalousie chez la majorité des jeunes. C'est tout. C'est ça le constat. Donc, il faut comprendre que cette histoire d'avoir légalisé le Kaaba est un symptôme d'un échec économique complètement défaillantissime. Il n'y a pas un tissu industriel qui a été construit en Algérie. C'est tout. Et puis, je reviens une fois sur les paroles de M. Djadi. Qu'est-ce qu'il nous parle? La faïence, l'acier, l'exportation du ciment et tous ces trucs-là. Attendez, mais est-ce qu'il va falloir que je vous fasse rappeler que tous ces projets-là ont démarré de l'époque de Bouteflika? C'est pas Tebboune. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Si vous me dites le contraire, ça veut dire vous allez nous dire qu'on peut aller faire du ski au mois d'août. Il faut rester quand même rationnel et réaliste. Il faut arrêter cette logorée. L'Algérie ne peut pas avoir un départ économique si
nous n'arrivons pas à voir la vérité en face. L'Algérie aujourd'hui, c'est quoi? C'est un pays qui a des millions de chômeurs. C'est un pays qui n'arrive pas à fournir les denrées alimentaires suffisamment sur la masse populaire. C'est un pays où il n'y a pas de sécurité par rapport à l'emploi ou par rapport à l'avenir des jeunes. Ça va venir. Je ne dis pas que ça ne viendra pas, ça va venir. Mais il ne faut pas parler du président de la République. Vous savez, je pense que des gens comme Mnowar Jadi, vous allez voir, hein, Mnowar Jadi, je suis certain qu'il va parler de la même façon de Tebboune. Dans 20 ans, dans 30 ans, on va faire la Arbeta ou le Kamrak, Inch'Allah, monsieur Jadi. Mais je suis certain que même Tebboune partira, il parlera comme ça toujours de Tebboune. Donc, il faut arrêter d'idolâtrer quelqu'un. Il faut rester réaliste. Aujourd'hui, si vous aimez l'économie vraiment, si vraiment vous aimez l'économie, si vraiment vous aimez l'industrie, si vraiment vous aimez qu'un pays démarre, se construit, va vers les... Parce que vous me parlez du Maroc, etc. Moi, le Maroc ne m'intéresse pas. Ils ne m'intéressent pas, les Marocains. Les Tunisiens ne m'intéressent pas. Moi, c'est mon pays qui m'intéresse. C'est Ouled Bladi, le Umma Ta'na. C'est ça qui m'intéresse. Très bien. Mais on ne peut pas parler d'un voisin, que vous le voyez ou pas. Je suis désolé. Le Maroc et la Tunisie font mieux que vous. Ils exportent plus que vous. Maintenant qu'ils importent par-ci, qu'ils importent par-là, qu'ils importent la boîte vitesse, les pignons, les bielles, on s'en fout. Il est en train de produire. Il est en train de générer 43 milliards de dollars d'exportation. Et nous, l'Algérie, avec 75 milliards de dollars, les énergies fossiles, 15 millions de jeunes qui ont moins de 30 ans, 1700 kilomètres de voies ferrées, de côtes maritimes, 15 000 kilomètres de voies ferrées, plusieurs aéroports avec des pistes d'atterrissage de 3500 mètres qui sont capables de recevoir les plus grands porteurs internationaux de surcroît pour favoriser le cargo aérien, et j'en passe, tous ces indicateurs qui jouent en notre faveur. On n'arrive pas à produire bras. Et il faut arrêter le délire, monsieur. Très bien, reste avec nous, Adel. On m'a dit malheureusement, je voulais qu'on entame le volet diplomatique puisque l'APS est revenu sur ça, donc un retour affirmé sur la scène internationale, donc à relayer l'APS sur sa dépêche sur le plan diplomatique. La voix de l'Algérie a retrouvé sa portée fidèle à ses principes immuables, défense de la justice, attachement au règlement pacifique des conflits, respect du droit international, affirmation des souverainetés nationales au détriment de la guerre prédatrice. Le pays s'affirme de nouveau comme un acteur de paix et de médiation, une puissance de conciliation dans un monde où les certitudes vacillent et où les grands principes s'érodent. Je vous donne 10 secondes de Mnowar Jadi à vous et à Adel parce qu'on doit terminer cette émission. On a dépassé le temps. Tfaddal, on va revenir sur le volet diplomatique, bien sûr, mais très rapidement, Mnowar Jadi. Le Maroc et la Tunisie, qui nous a évoqué tout à l'heure, c'est vous, c'est Adel. C'est vous que vous avez donné l'exemple de l'exportation du Maroc et de la Tunisie. À moi. Moi, j'ai répondu uniquement à ta question. Bon, je ferme la parenthèse. Sur le plan, l'Algérie est présente, elle est membre non permanent du Conseil de sécurité. L'Algérie est présente dans toutes les institutions, membres du Conseil exécutif, de toutes les institutions sous l'égide de l'ONU, qui soient sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur l'UNESCO, elle est membre exécutif de la Ligue des droits de l'homme. L'Algérie est présente en Afrique, au Conseil africain. L'Algérie a la détermination, comment dirais-je, soit sur le plan politique, soit sur le plan économique, des grandes puissances mondiales, telles que les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, la Chine, la Russie. Elle détient de très bonnes relations avec les grands de notre continent qui est l'Afrique, avec l'Afrique du Sud, avec le Nigeria, avec le Kenya, avec l'Ouganda, avec le Rwanda. Non, l'Algérie se porte très bien sur le plan démocratique. Très bien. Je vous promets donc de revenir sur ce volet avec vous et Adel aussi. Mais Adel, 10 secondes, 15 secondes, l'Algérie assume pleinement son rôle de puissance régionale, libre de ses choix et de ses positions. Très rapidement.
avec les paroles, on peut mettre Paris dans une bouteille. Donc voilà, ça explique tout ceci. Je finis, 10 secondes chrono. Vous savez, les jeunes Algériens n'ont pas d'espoir en Algérie. Ils sont en train de mourir en mer. Le jour où une tchouf, les jeunes Algériens, en train d'évoluer, en train de construire des familles, en train de construire des foyers, en train de développer l'économie et refuser d'aller à l'étranger. Les jeunes de l'étranger en train de prendre le risque de mourir en mer pour venir en Algérie. Merci beaucoup, Adel Khalef. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Merci, Mnowar Jaddi, député FLN, président de la commission des transports. Vous étiez avec nous depuis Alger par téléphone. Merci à Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartakoum Saha, Bqaw ala khair.